Je ne sais pas comment faites-vous pour détester Ibrahim Traoré. Il a reçu dernièrement, lors d'une conférence qu'il a organisée dans son cabinet à la présidence de la République au niveau de Ouagadougou, il a reçu la presse internationale et panafricaine bien sûr, et il a répondu aux questions. J'ai aimé la façon dont il a répondu à la presse européenne. Je vous laisse suivre et puis on va se retrouver après. Organisation internationale, on vous a accusé de réprimer la presse indépendante et la société civile. Y a-t-il une place pour les droits de l'homme au Burkina Faso? Il y a les droits de l'homme au Burkina, c'est quoi ils appellent les droits de l'homme? Mais moi je ne sais pas ce qu'eux ils pensent. Vous savez, personne ne va venir ici financer des gens, les endoctriner pour détruire nos pays. Ça n'aura pas lieu. Vous savez, il y a combien d'ONG au Burkina? Vous pouvez imaginer, faites des recherches. C'est même pas des centaines, hein. C'est beaucoup. Je ne vais pas vous donner de nom. Faites des recherches. Cherchez chaque ONG fait quoi. Vous croyez vraiment que c'est humanitaire? Donc il y a des choses comme ça qu'on combat. On dit qu'on combat les droits de l'homme. C'est ça les droits de l'homme? Nous on lutte contre le terrorisme pour sécuriser nos populations. Donc on donne le droit de vie à nos populations. C'est le premier droit, non? Le droit à la vie. Est-ce qu'on ne lutte pas pour les droits de l'homme? On se bat pour que les écoles qui sont fermées ouvrent, pour que les enfants puissent aller à l'école. Le droit à l'éducation, ce n'est pas le droit de l'homme. Qui se bat pour nous? Qui nous aide? Ces mêmes gens qui pillent tous les jours que les droits de l'homme. Personne ne nous a donné une seule cartouche pour lutter contre le terrorisme qui tue nos enfants. Pour lutter contre le terrorisme qui ferme nos écoles, qui détruisent nos écoles. Ça veut dire que les terroristes luttent contre les droits de l'homme. Nous, on lutte pour les droits de l'homme et eux, ils encouragent les terroristes. Qui lutte contre les droits de l'homme? C'est eux qui le disent. Et je vous parlais tout de suite de certaines choses qui se passent en Europe et tout. Mais c'est là-bas qu'ils luttent contre les droits de l'homme. Sinon, ici, les droits de l'homme existent. Et retenez quelque chose, les droits de l'homme viennent d'Afrique. Hein. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient d'Afrique et d'Afrique de l'Ouest ici. Les premières chartes qui parlaient des droits de l'homme, c'était ici, dans la Confédération AES, plus précisément au Mali. La charte de Kouroukanfou. Donc les droits de l'homme étaient connus par les Africains. On était bien organisés, une société bien organisée, chacun avec ses droits, même les droits des femmes. C'est en Afrique que les droits des femmes a existé. Ailleurs, ça n'existait pas. Et c'est eux là qui peuvent nous parler des droits des femmes ou des droits de l'homme. Ils ne connaissent aucun droit. Qui parle des droits de l'homme? Qui a bombardé les enfants en Libye tués? Qui bombarde les enfants un peu partout, largue les bombes sans distinction, tuer des enfants et trucs? C'est ça les droits de l'homme? C'est pas ce que nous on fait. Nous on lutte pour la vie de nos populations. On les protège. Nos soldats meurent pour les protéger. Et on fait tout pour ouvrir nos écoles, pour les éduquer. On fait tout pour subventionner nos paysans, faire l'agriculture pour qu'ils mangent à leur faim. On fait tout pour creuser des forêts pour que les gens aient l'eau potable. Qui lutte contre les droits de l'homme? C'est eux. Ils n'ont aucun respect des droits de l'homme. Et les VDP accusés de graves violations, où en sont les investigations promises? Ceux qui disent que les VDP sont accusés de graves violations, ils ont présenté quelles preuves? Nous-mêmes, qui avons pris des VDP dans certains actes, ils sont en prison. Ces VDP-là sont en prison. Et ils savent où ils sont. Et nous avons dit, quiconque, ça c'est pas quelqu'un, écoutez, nous sommes majeurs. Hein. Nous sommes majeurs. Il ne faut pas que quelqu'un va nous voir comme des sous-hommes. Nous savons ce que nous faisons. Et c'est cette mentalité aussi qui est dangereuse. Parce que souvent, certains dirigeants en Occident et trucs là, voient les Africains comme des sous-hommes. Et donc, ils viennent ici comme si ils doivent nous apprendre des choses. Je vous ai dit que le droit à la vie, c'est nous, on enseigne ça au reste du monde. Personne ne nous enseigne ça. Donc, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits problèmes avec certains VDP. Il y en a qui ont fait des bavures et autres. Ils sont en prison. C'est sans état d'âme avec ça. Maintenant, tout ce qu'ils disent là, ils ont eu quelle preuve? Rien. C'est nous, quand les gens nous accusent, on fait les investigations. Et très souvent, on part trouver que c'est ce qu'on appelle la perfidie. Les terroristes, ils viennent, ils font des massacres dans des endroits, avec souvent nos tenues. Même souvent, on dit que c'est l'armée. Et puis ils partent. Ils sont venus dans les tenues de l'armée. Oui, mais c'est pas nous. Ils mettent nos drapeaux, tous nos insignes, et puis ils viennent faire. Et les terroristes publient des vidéos
de ça. Mais pourquoi ils ne voient pas? Les terroristes publient sur les réseaux sociaux des vidéos où ils sont dans nos tenues, dans nos accoutrements et tout. Ils partent faire des actions. Et puis après, ils filment une donnée à ces gens, à ces individus-là pour dire que ce sont les forces armées. Ils sont bien au courant parce que c'est eux-mêmes qui partent là-bas. Comment ils ont fait pour avoir le canal avec les terroristes, pour avoir des images? Comment ils font? Et il y a des gens même qui ont le culot de nous dire qu'ils ont filmé. Je me rappelle une fois, une ONG qui, par image satellite, ils ont vu des Maliens en train de commettre les forces maliennes en train de commettre des exactions. Ils n'ont même pas honte. Et ils n'ont pas l'intelligence de savoir que ce qu'ils disent n'est pas bien. Pourquoi je dis n'ont pas l'intelligence? C'est parce qu'ils voient le noir toujours comme un sous-homme. Sinon, si vous avez la capacité d'avoir des satellites pour voir des forces en train de commettre des exactions, mais vous n'avez pas de capacité d'avoir des satellites pour voir les terroristes. Vous nous insultez alors. Ici, tout notre combat, c'est pour la survie de nos populations et leur sécurité. Et on vit bien. On vit bien, on est en bonne harmonie. Sinon, bon, on ne pourrait pas aller où on veut. Et voilà, on ne pourrait pas agir. Et vous pouvez vous balader au Burkina. Hein. Vous pouvez aller partout où vous voulez. Alors, Excellence, quel bilan pouvez-vous faire en termes de reconquête du territoire national? En termes de reconquête, aujourd'hui, nous pouvons dire que l'initiative est nôtre. Ça, c'est le volet le plus important. Pendant plusieurs années, depuis le début de cette guerre, nous avons été attentistes et l'ennemi qui donnait le rythme de la manœuvre. Et le changement, donc, cette bascule, le fait qu'on ait repris l'initiative de la manœuvre, c'est très important. Et pour pouvoir prendre l'initiative de la manœuvre, il a fallu donc beaucoup d'efforts en termes de recrutement, d'équipement, mais surtout de formation. Parce qu'une chose aussi est très importante. Aujourd'hui, personne ne connaît notre armée, si je peux le dire, à l'international. Personne ne maîtrise notre armée. Nous avons quitté ce carcan de se faire former par les autres, se faire dicter les programmes par les autres, la tactique par les autres. Aujourd'hui, tout est endogène. Donc, ce sont des Burkinabés qui conçoivent le programme en fonction des retours d'expérience sur le terrain, qui forment les hommes, ce qui fait que nous arrivons à faire des prouesses. Et à l'heure où je vous parle, nos unités ont conquis beaucoup de localités, notamment en allant au nord de Djibou. Ces localités qui ont été perdues depuis peut-être bientôt 10 ans, telles que Baraboulé, et bien au-delà jusqu'à Pétékoli, nos unités ont reconquis. Au bout d'après de bataille, mais ils y sont. Ils sont installés. À l'est également, nous avons progressé en allant vers la frontière béninoise, notamment les villes carrefour telles que Nadiago et autres ont été reconquises et sont sous contrôle. Et nous progressons donc ainsi de victoire en victoire. On peut dire quelque part, Monsieur le Président, donc il y a une montée en puissance de l'armée, il y a beaucoup de moyens acquis, de la formation qui est faite, et pourtant on constate quand même qu'il y a beaucoup de tueries encore, et il y a le nombre de PDI, les personnes déplacées internes, en tout cas va croissant. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Le nombre de PDI plutôt va décroissant. Là, les chiffres sont assez clairs. Nous sommes en train de réinstaller. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de localités qui sont reconquises. Il y a quelques années, on était à près de 2 millions de PDI. Aujourd'hui, nous avons bien moins d'1 million. Et d'ici encore le mois de mai ou juin, il y aura très peu de PDI. Parce que ces zones, effectivement, quand vous prenez, j'ai parlé tout de suite de Baraboulé, Pétékoli, les zones de Toulfé, Pobé, Mengao, Namsigia et tous ceux qui connaissent le nord de Burkina, tout ça a été reconquis entre novembre et aujourd'hui. Donc vous imaginez toute cette population qui doit se réinstaller et tout. Donc le nombre de PDI va forcément diminuer. Alors, les tueries, souvent l'ennemi, comme on l'a dit, quand il est en perte de vitesse, il se retrouve souvent à poser des actes de désolation. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est trouver des populations civiles, tirer sur elles rapidement, s'éclipser. Et très souvent, ils ont cette lâcheté de même filmer ce qu'ils font comme acte contre des gens qui n'ont pas d'armes et tout. Et voilà, ça fait un peu, ils veulent créer l'émoi en fait dans la population. C'est une guerre et ils emploient la tactique de guérilla, nous faisons la contre-guérilla. Mais le plus important, comme j'ai dit, nous nous sommes adaptés et nous évoluons. Parce que ce n'est pas seulement l'équipement qui fait la guerre. Vous avez beau payer les équipements technologiques nécessaires, c'est la ressource humaine d'abord. Et la ressource humaine, il faut la former certes militairement, et vous voyez que beaucoup de pays africains passent le temps à se faire former par des pays occidentaux et tout. Alors, nous, notre philosophie est la suivante. Est-ce que ces gens qui viennent nous former, c'est Dieu peut-être qui a envoyé des anges les former eux à la tactique?
Mais pourquoi le noir n'arrive pas peut-être à se dire que lui aussi il peut développer de la tactique? Mais regardez tous les États africains, il faut que les États occidentaux viennent les former. Nous avons mis fin à cela. Nous nous formons nous-mêmes à l'art de la guerre en fonction de nos expériences. Et ça forge l'état d'esprit de la ressource humaine. Je vois, Monsieur le Président, mais plus de 60% de Burkina Faso, soit la majorité du pays, est contrôlée par des djihadistes. Cette approche fonctionne-t-elle? Qui a dit ça? C'est vérité. Ah oui. C'est les D'accord. femmes. Après ici, vous prenez partout où vous voulez sur la carte. En ligne, print, Là? en ligne. En ligne. En ligne, vérité, le fait. Peut-être regarder des informations sur Internet. Ah oui. Où on peint. Voilà, c'est ça. Ce sont les mêmes là. Les mêmes médias, les mêmes gouvernements là. Ils peignent le Burkina et en rouge. Ça, c'est faux. Mais moi, je suis le chef de l'État. Ou bien, tout de suite, on vient de discuter les tentatives d'assassinat et tout. Citer une ville. Il y a juste quelques villes que je n'ai pas encore visitées. Moi, je pars partout. Et tout le monde part partout. Donc, au nord, il y avait une bande qui était sous contrôle. Je viens de dire, les forces sont jusqu'à Pétékoli aujourd'hui. À l'est, à la frontière vers le Bénin, nos forces ont pris Nadiabou il y a 1 ou 2 semaines. À l'instant, là, ils sont à Pogno, à côté de chez vous. C'est où on ne peut pas partir. C'est du mensonge, ils mentent. Tout est archi faux. Si c'était tel que vous le dites, on fait le tour du Faso ici, non? On roule, non? À vélo, non? On organise nos événements, non? Il y en a même qui disaient la dernière fois que Djibo a disparu, Djibo est tombé. Pendant le même temps, il y avait une compétition de football à Djibo qui a été clôturée il y a quelques jours. Ils mentent. L'art de mentir, c'est dans les médias occidentaux. Beaucoup de ces médias mainstream, comme j'aime dire, ils ne font que mentir pour vous vendre de fausses informations et croire que tout va mal. Au contraire, beaucoup de choses vont bien ici. Notre économie se porte très bien, on se porte mieux dans notre combat et on avance. Donc, ce que vous lisez sur Internet. Russie vous aide-t-elle à gérer votre image en ligne? Pourquoi? Moi, je n'ai pas besoin de ça. Les Africains le font déjà. Beaucoup de vos populations en Europe le font déjà. En Amérique, un peu partout. Vous pensez que tous ces gens-là, c'est nous, on peut les aider, les payer ou quelque chose? Non. Je pense que les gens ont vu notre combat. Ils ont compris notre combat. Et oui, c'est cette habitude que les gens ont là. On paye les gens pour gérer quoi? Pourquoi? Aider à organiser son image en ligne, quoi. Non, non, non. On a dépassé ça. Des médias nous ont approchés pour faire ça. Je vous ai dit ça. On a dit on ne paye pas. On ne fait pas. Allez-y gâter notre image. Ils le font, non? Jeune Afrique, RFI, quoi. On ne va jamais payer pour ça. Avant, ça se faisait. Et là où même on faisait payer, j'ai fait fermer tout. On ne paye plus rien. Parce que vous avez une société d'État, ils les font prendre des actions dans leurs médias. Action dans un média, ce n'est pas un retour. Vous investissez. J'ai fait arrêter tout. C'est lui qui vient à salir notre image. Nous, nos populations savent ce qu'on fait. Les Africains savent ce qu'on fait. Les populations qui veulent d'un monde juste à travers partout dans le monde savent ce qu'on fait. Donc, à l'initiative, les gens parlent de ce qu'on fait de bien. Parce que ce qu'on fait aussi est juste. Notre combat est juste. Donc, on ne paye pas quelqu'un pour laver les images ou quoi. Non, épargnez les Russes de ces choses-là. Hein? Toutes choses, c'est les Russes, les Russes. Vous croyez que l'Africain n'est pas capable de faire quelque chose? C'est la Russie qui doit chaque fois tenir la main des gens. Pardonnez, laissez-les tranquilles. Les Russes sont dans leur combat là-bas. On a de très bonnes coopérations, mais ne croyez pas qu'ils sont dans un esprit d'esclavagiste, comme ce que les gens pensent. Non, les Russes ne sont pas comme ça. La première question, comment définissez-vous la contribution spécifique du Togo à la consolidation de l'Alliance des États du Sahel? Considérez-vous le Togo comme un partenaire stratégique de cette nouvelle architecture, bien qu'il ne soit pas membre de l'AES? Le Togo est un pays, en tout cas je tenais à remercier beaucoup le peuple togolais et leurs autorités. Je peux dire que le Togo est un partenaire plus que stratégique. Moi je ne parle pas de partenaire stratégique, je parle de pays, de frères. Parce que lorsque des gens cherchent à vous étouffer, à vous tuer, et qu'un frère peut vous aider, je pense que la fraternité ne dépasse pas cela. Et pendant des moments difficiles, le Togo
a toujours pris sa position et jusqu'aujourd'hui, le Togo a sa position, sa ligne de conduite qui soutient l'AES et donc c'est un pays frère, c'est plus qu'un partenaire. Voilà ce que je peux dire. Et le Togo a posé beaucoup d'actes, que ce soit sur le volet économique à travers donc la route maritime, certes, mais même dans le volet de la défense, le Burkina Faso par exemple et le Togo, nous avons une coopération très étroite dans la lutte contre le terrorisme et tout. Et ça, il faut s'en féliciter. Nous sommes au-delà de ce que les gens peuvent imaginer, je le disais souvent. Aujourd'hui, les deux armées, les réponses les unes envers les autres et les planifications ne sont plus au niveau étatique. Ce n'est pas comme avant quand un avion au Burkina doit intervenir ou bien un avion togolais doit intervenir. Il faut qu'on appelle jusqu'à la présidence, avoir les autorisations de traverser les frontières. Non, c'est au niveau local. Ce n'est même pas l'état-major, c'est carrément au niveau local. Donc les forces cohabitent et tout. Donc vous voyez que c'est un partenariat exceptionnel. C'est de la fraternité, c'est tout ce qu'on demande. On dénombre moins 5 tentatives de coup d'État contre vous. Qui veut vous tuer et pourquoi? Vous avez dénombré 5, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus, c'est ce qui est peut-être dévoilé. Tous les jours, il y a des gens qui cherchent coûte que coûte à ce que nous on ne soit pas là. Ceux-là qui veulent nous voir disparaître, ce sont ceux-là que nous appelons les esclaves de salon. Ce sont ceux-là qui vendent l'Afrique, qui ne veulent pas que l'Afrique soit libre. Ce sont très souvent des Africains qui sont aliénés et qui sont exploités. Nous sommes de ces dirigeants qui veulent créer les conditions pour que nos jeunes travaillent ici, au lieu d'aller se rester dans les rues des autres à mendier. Et très souvent, il y en a qui arrivent à des comportements, pas en tout cas sains, dans vos sociétés là-bas. Nous ne voulons pas voir ça. L'Africain n'est pas un sous-homme. Mais dans ce même cadre, les pays qui nous colonisent, qui veulent nous voir dans l'esclavage, qui veulent nous maintenir, ont leurs suppôts ici, leurs valets locaux, leurs répondants. Et ces gens sont prêts à tout pour nous voir éliminés. Et voilà malheureusement le contexte de l'Afrique. Et ces individus, tous les jours que Dieu fait, lorsque nous, ils ne sont pas contents. Alors, derrière les tentatives de déstabilisation que vous évoquiez tantôt, il est souvent dit que les mains de certains pays voisins se cachent derrière pour appeler un chat, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Est-ce que les relations ont évolué avec ces pays voisins? Est-ce que vous êtes prêt à une désescalade et à quelles conditions, camarade président? Ça ne dépend pas de nous. C'est eux qui ont lancé l'hostilité. Je vous rappelle quelque chose. Quand nous sommes arrivés, nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. On a communiqué avec tout le monde, on a fréquenté tout le monde et tout. Mais c'est un jour, par exemple, j'étais assis. Le ministre de la Défense me dit que les Ivoiriens ont envoyé une note de retirer tous leurs élèves de nos écoles. L'académie, le PMK, l'ENSOA, vous voyez. Mais je dis, mais il y a quoi? Et puis ils retirent tous leurs élèves officiers et sous-officiers et tout. Aucune explication. Il dit, mais préparez donc à la réciprocité pour faire venir nos enfants, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête et qu'ils font cela. Voilà le point de départ. Le premier acte posé par les Ivoiriens. Nous aussi, on a fait rentrer donc nos élèves et on a laissé partir les élèves. Et petit à petit, on a commencé à voir les actes d'hostilité vis-à-vis de nous. Pas de souci. On prend le Bénin et autres. Nous, on n'a pas provoqué quelqu'un. Mais on a tous vu, quand encore ils ont voulu transporter une guerre dans notre région, mais qui était au devant? Le président Ouattara est sorti qu'il va envoyer un bataillon, il a tout préparé et tout. Nous attendons son bataillon toujours. Le président Bénin a dit qu'il faut la force, ils vont faire la force, ils vont faire la guerre. Nous attendons. Nous sommes prêts à faire la guerre aussi. Il n'y a pas de désescalade possible tant que les mentalités sont comme ça. Celui qui cherche, il va trouver. Donc ce n'est pas nous qui avons commencé. Si les gens ne sont pas assez intelligents pour laisser encore les impérialistes venir les dire « tuez-vous entre frères noirs », qu'on y aille. Si c'est la solution pour atteindre l'indépendance, nous sommes prêts. Mais personne ne va nous asservir encore. Nous sommes prêts à cela. Nous nous battons. Nous nous battons déjà. Parce que le terrorisme, c'est une manifestation de l'impérialisme. Donc, ne parlez pas de désescalade tant que la mentalité n'a pas changé.